C'est terminé, Benji. Je te domine. On peut discuter peut-être? Non. C'était sans compter sur ma coque Rhino Shield. Les coques Rhino Shield absorbent les chocs du quotidien, et je savais que ta puissance ne briserait pas sa solidité. Ah ouais, en plus elle est plutôt jolie. Ouais, ils font plusieurs coques bien stylées, ils font même des protections d'écran comme ça, tu vois. En plus d'être des coques très solides, il y en a pour tous les goûts. La collection Assassin's Creed a particulièrement des designs incroyables, notamment ceux en lien avec Odyssey et le dernier Valhalla qui sont super cool. Et après, si tu préfères les animés, tu as les collections Naruto et Fairy Tail qui sont ultra quali. Et ils mettent même en avant des artistes indépendants qui font des designs vraiment cool comme Paiem ou Neomlay. Il y en a pour la plupart des marques de smartphones, donc tu peux très facilement trouver ton bonheur. Et en plus de ça, tu as même des coques pour AirPods avec elles aussi des designs superbes. Trop bien. Si jamais tu es intéressé, tu as 48 heures pour profiter de moins 10% sur tous les produits Rhino Shield avec le code NITORYU. Pour comprendre pourquoi ce code, il va falloir regarder la vidéo. Le lien est disponible dans la description, alors profites-en. On en était où nous déjà? Je te mettais par là. Ah oui, c'est vrai. Et moi j'étais là. Ouais, c'est vrai. Du coup, t'étais là. Ouais. Ah oui. Bon, nickel. お前はもう死んでいる。何？Rhino Shield. Miyamoto Musashi, sûrement le samouraï le plus populaire de tous les temps. Il a su marquer grâce à son style unique de combat la culture japonaise. C'est en partie grâce à lui et à sa vie incroyable que l'image du samouraï errant, noble et invincible est ancrée dans nos têtes de jeunes geeks fans de Japanimation. Cet homme a eu une vie absolument incroyable, réputé pour être invincible grâce à son style de double sabre qu'il aurait lui-même inventé, qu'il a notamment mis par écrit dans son texte le plus célèbre, le traité des 5 roues. Enfin tout ça, c'est ce que vous savez et ce qu'on raconte généralement. Mais qu'en est-il de la vraie vie de Miyamoto Musashi ? Qu'est-ce que l'on sait vraiment sur lui? Eh bien c'est ce que nous allons découvrir ensemble dans ce premier épisode consacré à Musashi. Car oui, il y a énormément de choses à dire, mais je ne voulais pas faire une vidéo de 40 minutes, parce que personne ne l'aurait regardé. Cette première partie sera donc consacrée à ce que l'on sait de la vie de Musashi et ses premiers écrits, notamment le miroir de la voie de la stratégie. Et dans l'épisode 2 qui arrivera certainement le mois prochain, nous nous concentrerons sur la philosophie martiale que Musashi a voulu transmettre dans le traité des 5 roues. Parce que c'est quand même un livre avec énormément d'informations et il faut vraiment y consacrer un épisode pour pouvoir bien en parler. Et donc, c'est parti. Miyamoto Musashi est sans conteste le plus célèbre samouraï de tous les temps. Il a vécu de 1582 à 1645 et est surtout mondialement connu grâce au roman éponyme de Yoshikawa Eiji sorti en 1939 qui compte la vie de Miyamoto Musashi. Dans ce roman, la vie de Musashi est constamment mise à l'épreuve au travers de nombreux duels contre les meilleurs bretteurs du Japon. Ce roman sur la vie et les exploits de Musashi servira de base pour toutes les futures adaptations qu'on trouvera dans la culture populaire, comme par exemple en BD, en animé ou même en film. La plupart des Japonais considèrent le roman de Yoshikawa comme une proche représentation de ce qu'a été la vie de Musashi. Mais il faut se rendre compte que c'est avant tout une œuvre de fiction. Mais l'auteur avoue lui-même qu'il existe très peu de documents fiables sur la vie de Musashi, et que si on se contentait des faits, la vie du samouraï ne prendrait pas plus de 70 lignes à être racontée. Le lieu de naissance de Musashi a longtemps été un sujet de débat entre les historiens. Certains pensent qu'il serait né à Mimasaka, mais d'autres en revanche pensent qu'il serait de Harima. Les deux villes sont géographiquement assez proches et en tout cas il est à peu près certain que Musashi a passé des parties de sa vie dans ces deux villes. Cependant, plusieurs théories tentent à penser que la théorie de Mimasaka est fausse. D'une part, il semblerait que le nom de naissance de Musashi ne soit pas Miyamoto, mais Tabaru. Et ceci est attesté dans plusieurs documents dans les archives de la famille Tabaru, qui attestent que Musashi est le fils cadet de Tabaru Iseda et que son nom était Tabaru Genshin. Et de plus, on lit dans ces textes, notamment dans le traité des 5 roues, que Musashi se présente comme un guerrier de Harima. Alors attention, pour étayer tout ça, là je vais rentrer dans une phase qui était un petit peu compliquée, donc je l'ai quand même pas mal simplifié pour que vous puissiez comprendre.
et que ça reste digeste bien sûr. Donc concentrez-vous quand même, et si vous voulez plus de détails, je vous invite à acheter le bouquin que j'ai utilisé comme source pour cette vidéo. Bref, c'est parti. Les Tabaru, c'était une famille qui justement vivait à Harima, et ils étaient au service du clan Kodera. Le souci, c'est que ce clan était opposé au daimyo Oda Nobunaga. Je pense que ce nom vous dit certainement quelque chose. Et celui-ci envoya un de ses fidèles bras droits, Toyotomi Hideyoshi, pour leur péter la gueule. Ce qu'il fit, le clan Kodera s'est fait défoncer. La famille Tabaru est alors déchue de son rang de guerrier et du coup tous les privilèges qui vont avec. Mais sympa, Hideyoshi leur autorise à rester sur leur terre en tant que fermier. Vous imaginez le déshonneur pour cette famille, passer de samouraï à simple fermier? Mais comment Genshin, Miyamoto Musashi du coup, qui était un Tabaru, a pu devenir samouraï? Et bien pour ça, il faut se tourner vers un autre samouraï, Hirao Toroemon. Celui-ci cherchait à rentrer au service d'un puissant clan, et il avait dans le collimateur le clan Shinmen. Mais le souci, c'est que ce clan avait un passé très conflictuel avec la famille Hirao. Et du coup, pour régler le problème, le Gus changea de nom, et il se fit appeler Miyamoto Munisai. C'est bon, vous commencez à voyer venir un petit peu le truc. Pourquoi Miyamoto d'ailleurs? Eh bien tout simplement parce que les Shinmen vivaient dans le village de Miyamoto. Comme quoi, plus c'est gros, mieux ça passe. Munisai se révéla être un excellent vassal du clan Shinmen. C'était un incroyable bretteur et un bon stratège militaire. C'est lui-même qui se chargea de transmettre le message au clan Hideyoshi que les Shinmen leur prêtaient allégeance. Pour rappel, Hideyoshi c'est celui qui a goumé les Tabaru au nom de Oda Nobunaga. De par sa fidélité et son efficacité, Munisai eut le droit de porter le nom Shinmen, ce qui fait qu'il s'appelait Miyamoto Shinmen Munisai. Et du coup, après que les Tabaru furent déchus de leur rang, le père de Genshin arriva à convaincre Munisai d'adopter son fils cadet, afin qu'il devienne un Miyamoto et qu'il y ait de nouveau un samouraï dans la lignée des Tabaru. Tout est bien qui finit bien, les Tabaru récupèrent un samouraï dans leur lignée, et le petit Genshin, alors âgé de 9 ans, devient Miyamoto Musashi, et se retrouve sous la houlette d'un excellent samouraï. La légende peut se mettre en place. Et oui, quel samouraï c'était son père adoptif! D'après tous les témoignages sur la vie de cet homme, il était sans contexte un excellent combattant, notamment très connu pour avoir utilisé une technique de combat très rarement vue, le combat avec de sabres. La vache, je sais pas vous, mais ça me dit vachement un truc quand même. Ce style de combat, il le nomma le Tori-Ryu, qu'il présenta dans son traité, le Tori-Ryu Mokuroku, écrit en 1598. Et bien sûr, il fonda une école autour de ce style, dont Musashi deviendra même un instructeur. Munisai était tellement stylé et réputé qu'il fut invité par le shogun lui-même à venir affronter son instructeur d'escrime personnel, Yoshioka Kenpo, et Munisai remporta 2 des 3 duels qu'ils firent. Le shogun fut tellement impressionné qu'il lui donna le titre de Inoshita Muso, ce qui veut dire « sans égal sous le soleil ». Musashi était donc entre d'excellentes mains, et ça explique certainement pourquoi il est devenu un excellent samouraï par la suite. Et du coup, désolé pour les gros fans de Musashi, mais ce n'est pas lui qui inventa le style de combat à 2 sabres, mais son père, Munisai. No, God, please, no! No! Musashi, il n'a fait que se le réapproprier et le populariser, ce qui n'enlève en rien ses qualités martiales, attention. Musashi se dévoila lors de nombreux faits d'armes dans des batailles qui eurent lieu pour la mise en place du très connu shogunat du clan Tokugawa. Mais Musashi rêvait de plus. Il voulait se faire un nom. Peut-être lassé de vivre dans l'ombre de son père adoptif. Il entreprit alors dans les années 1600 de faire un pèlerinage vers la ville de Kyoto. 2 ans après son arrivée, il finit par défier le clan Oshioka. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, j'en ai parlé juste avant, c'est exactement le même clan que le mec qui s'est fait botter le cul devant le shogun par le père de Musashi. Musashi vaincut le chef du clan et son frère cadet, qui était pourtant considéré comme d'excellents bretteurs dans leur école. Son 3e combat se fit contre le chef du clan qui l'avait battu. Mais celui-ci arriva avec plusieurs de ses disciples pour l'aider. Le fils adoptif du samouraï décrit après la mort de son père cet événement en disant que Musashi fit face seul à des centaines d'adversaires. Alors c'est clair que c'est complètement exagéré, d'autant plus qu'il ne connaissait pas Musashi lors des faits qu'il décrit, mais par contre il est tout à fait possible qu'il ait dû faire face à plusieurs adversaires, sachant qu'il en parle énormément dans ses traités. C'est à la suite de ces victoires que Musashi commença à être connu, et il se nomma lui-même Tenka Ishi, ce qui veut dire « sans égal sous le ciel ». Certainement pour faire une petite référence au titre de son père, mais oui, on est quand même déjà sur un bon melon, hein. Un peu plus tard, il fonda son école, qu'il nomma d'abord Enmei Ryu, l'école du cercle clair, puis il la renomma par la suite Nito Ishi Ryu,
D'où le code promo Rhino Shield Nitoryu, n'hésitez pas à l'utiliser. Et puis enfin, il le nomma Niten Ishiryu, ce qui veut dire l'école des deux sabres ou ciel réuni. Y a pas à dire, les noms des écoles japonaises, c'est quand même très stylé. En 1605, il écrit son premier ouvrage, Le miroir de la voie de la stratégie, qui reprend en grande partie les fondamentaux et les techniques de l'école de son père, mais bien sûr, il l'a complètement adapté à ses expériences personnelles. Comme je vous ai dit par exemple, un passage où il décrit comment affronter plusieurs adversaires quand on est seul. Et justement, on va un petit peu en parler de ce traité. Alors pourquoi ce titre déjà ? Dans un premier lieu, il faut savoir que la voie de la stratégie, c'est en quelque sorte la voie militaire, la voie du guerrier, des samouraïs, tout ce qui touche la guerre au sens large. Et si Musashi utilise le terme miroir juste avant, c'est qu'il estimait que sa compréhension de la voie de la stratégie était aussi limpide et claire qu'un miroir. Oui, le mec avait le boulard, mais bon, en même temps, il est très fort. Et puis bon, on avait le même en Europe, hein. Coucou Fioré. Le texte comporte 36 articles sur des techniques de combat, la posture à adopter, l'attitude à adopter, la manière de tenir son sabre, de tenir ses pieds par exemple. On va commencer par parler des gardes et la manière de se tenir. Musashi nous dit de nous tenir le talon bien ancré au sol, les orteils légers, tournés vers l'extérieur, avec les genoux légèrement fléchis. La tête est légèrement penchée vers l'avant, sans pour autant se tenir comme un taureau bien sûr. Il parle plutôt de tenir sa tête comme ça. Ensuite les sabres, donc évidemment, port du daisho oblige, on a un sabre long, le katana, dans sa main droite, et un sabre court, le wakizashi, dans sa main gauche. Je n'ai absolument aucune idée si au Japon ils prenaient en compte le fait qu'il y avait des gauchers ou pas, sachant que dans ses textes, il précise jamais main droite ou main gauche, mais plutôt sabre long et sabre court. Donc certainement qu'il adaptait peut-être son enseignement au gaucher. Musashi divise le sabre en 3 parties. Le passé, qui est l'équivalent du faible en AMHE, le présent, l'équivalent du médian, et le futur, l'équivalent du fort. Il dit qu'il faut privilégier des frappes avec le présent, car frapper avec le passé, c'est un risque de frapper hors distance, et frapper avec le futur, ça signifie que vous êtes beaucoup trop près de votre adversaire. Contrairement à l'escrime germanique, à l'épée longue par exemple, il n'aborde pas le travail offert. Il aborde des fois 2-3 notions qui s'en rapprochent, mais on est plus sur du dégagement de l'âme que vraiment sur un travail offert pour gagner le centre. Au niveau de la tenue du sabre, vos mains sont juste sous la tsuba, qui est la garde, et tous vos doigts, à l'exception du pouce et de l'index, sont relâchés. Votre regard ne lâche pas celui de l'adversaire, car c'est avec votre regard que vous pourrez comprendre ses intentions et sa stratégie. Musashi nous décrit 5 gardes, et attention, pas une de plus, pas une de moins, et qu'ils ont toutes pour objectif de goumer votre adversaire. Il précise que le choix de la posture vous appartient, qu'il n'y a pas de situation idéale pour le faire, mais qu'il faut garder à l'esprit que quand vous adoptez une posture, c'est uniquement dans le but de pourfendre votre adversaire. Voici donc les gardes. Nous avons déjà la garde haute, Jodan. Ensuite, la garde moyenne, Shudan. La garde basse, Gedan. La garde de gauche, Hidari Yaki. Et enfin, la garde de droite, Migi Yaki. Rien de bien compliqué jusque-là. Dans ce traité, il précise qu'il est important d'analyser son adversaire. S'il est émotif, stressé, en colère, ou en tout cas qu'il fait transparaître une émotion de manière assez flagrante, bon, pas à ce point non plus. Mais en tout cas, c'est certainement que vous avez affaire à un combattant de seconde zone. Il conseille alors d'adopter une posture moyenne et de ne rien laisser transparaître, d'être calme, stoïque, et d'attendre que votre adversaire vous frappe maladroitement. Ensuite, il dit d'esquiver son coup, alors je sais pas s'il parle d'une vraie esquive ou s'il parle d'une parade. Mais en tout cas, il faut faire ça pour dérouter votre adversaire et lui montrer que vous êtes le boss. A l'inverse, face à un adversaire qui est tout aussi stoïque que vous et qui semble savoir ce qu'il fait, il faut prendre en compte tous les éléments qui vous entourent. Les murs, le plafond, le soleil, le sol. Il faut rester calme, et à l'inverse de la situation précédente, il faut se préparer à prendre l'initiative d'attaque pour ne pas laisser l'adversaire faire ce qu'il veut de vous. Au niveau du style de combat, je ne vais pas vous détailler précisément chaque technique de combat, parce que sinon on en aurait pour 2 heures, même juste avec ce traité-là. Ici, je vais globalement vous montrer comment il présente le combat à 2 sabres dans ses premiers traités. C'est évidemment beaucoup plus complet, mais nous aurons largement l'occasion d'en reparler dans la partie 2 consacrée à Musashi.
Musashi nous parle de 3 façons de parer l'adversaire. La première manière est de recevoir la frappe ennemie et la laisser glisser le long de son sabre. Il ne précise pas plus, mais j'imagine qu'il faut faire de cette façon. La deuxième est de parer de cette manière avec votre sabre long, en allant chercher le sabre ennemi, permettant au passage de gagner le centre. Et la troisième manière, c'est tout simplement faire une parade avec le sabre court. Au niveau des frappes, on retrouve beaucoup de techniques où on azmate les mains, comme celle-là. Et d'autres techniques pour toucher les jambes. Ainsi que pas mal de techniques de parade riposte, ce qui est clairement très avantageux lorsqu'on a 2 armes. On cherche aussi beaucoup à gagner le centre, s'approcher de son adversaire pour le faire réagir et puis l'attaquer par la suite. Parmi ces quelques exemples de techniques, il y en a aussi une où il explique comment lancer son wakizashi sur votre adversaire, avec des conseils sur l'angle qu'il faut adopter en fonction de la distance avec l'adversaire. Cette technique, il la nomme d'ailleurs shuriken. C'est lui qui lance, c'est lui qui dit fais attention. Et enfin, Musashi nous décrit comment affronter plusieurs adversaires. Il conseille de choisir très vite l'adversaire qui semble le plus fort et d'adopter cette posture, qui semble tout droit sortie d'un shonen. Quand l'adversaire est à portée, il faut l'attaquer de cette façon, puis revenir en garde initiale pour faire face aux autres et recommencer. Voici donc un petit peu ce que je peux vous présenter de ces premiers écrits. Évidemment, j'ai un petit peu tenté d'appliquer ces techniques en sparring, donc voici quelques exemples. Mais on n'avait pas prévu la neige, donc niveau appui, c'était pas tout à fait ça. Et du coup, après cette parenthèse sur le traité, qu'en est-il de la suite de la vie de Musashi? Musashi affirme avoir livré plus de 60 duels au cours de sa vie, ce qui est un chiffre assez énorme, mais pas impossible. Son plus connu étant celui contre Ganryu Kojiro sur l'île de Funajima en 1610. Il y a beaucoup de choses qui sont racontées sur ce duel en particulier, comme quoi Musashi aurait fait exprès d'arriver en retard pour perturber son adversaire et qu'il aurait taillé un immense bokken dans la rame d'une de ses barques sur le chemin. Mais cette histoire, elle est complètement fausse et en fait, le duel est beaucoup plus simple que ça. C'est en effet sur la stèle de Kokura que l'on retrouve certainement la version la plus réaliste et historique de ce duel. Musashi arriva à l'heure prévue, armé d'un bokken de 4 shaku, donc effectivement il avait un bokken plus grand que la moyenne, mais pas immense non plus comme on aime le raconter. Et son adversaire, Kojiro, il avait un bokken de 3 shaku. Musashi aurait alors brandi son sabre au-dessus de son adversaire, et le faucha, et le tua. Avec un sabre en bois, je le rappelle. Duel mythique, mais diablement court. C'est après ce duel que Musashi décida de se tourner vers la spiritualité et la compréhension philosophique de l'art de la guerre. Bon, il arrêta pas complètement la baston non plus, parce qu'il prit part à des batailles au nom des Tokugawa dans les années qui suivirent. Mais il se retira au sein du clan Honda où il était accueilli en tant qu'invité du clan. Et c'est durant les nombreuses années qu'il passa avec eux qu'il adopta ses 2 fils. En tout cas, c'est lors de cette période que Musashi se consacra au zen, à la peinture, la sculpture et même l'architecture. Car il conçut même les plans d'un château pour un autre clan. Ah mais oui, non, lui il est bon partout, c'est un génie. C'est durant cette phase-là que Musashi comprit que tous les arts et toutes les activités étaient sur le même pied d'égalité et qu'il n'y en a pas une qui supplantait les autres. Toute activité pouvait tendre à la perfection et la voie de la stratégie n'était pas au-dessus du reste. Ce qui était plutôt avant-gardiste, car de nombreux samouraïs pensaient complètement l'inverse à cette époque.
La dernière bataille à laquelle Musashi participa, aux côtés de son fils, fut lors de la rébellion de Shimabara en 1637, qui fut d'ailleurs le dernier conflit de ce siècle au Japon. Après, il chercha à se faire embaucher en tant qu'instructeur de sabre, ce qu'il fit auprès du clan Tadatoshi en défonçant lors de plusieurs duels les meilleurs bretteurs de l'école du coin. Oui, il a beau vieillir, il est toujours balèze. Mais le temps passa, et constatant que la place des samouraïs commençait à devenir de moins en moins importante au Japon, il décida de se retirer en ermite dans la grotte de Reingando, dans laquelle il y passa la dernière année de sa vie à écrire le fameux traité des 5 roues, qui du coup, je vous le rappelle, fera l'objet d'un épisode 2 consacré à Musashi. Manque de bol, il tomba malade, mais il eut quand même le temps de finir son traité, et d'écrire également un autre texte, La voie à suivre seul, qui est en fait une liste de tous les préceptes qu'il a acquis au cours de sa vie. Et il mourut en 1645, et on pense que c'est d'un cancer de l'estomac. Pouf! Sacrée histoire quand même, hein. Même sans romancer et en se contentant des faits, il a quand même eu une sacrée vie ce mec. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie infiniment Rhino Shield qui a décidé de me faire confiance pour cette vidéo et qui, du coup, l'a sponsorisée. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié cette vidéo, notamment... Ah non! J'avais plus de batterie et honnêtement, pour la fin, j'avais la flemme de juste la changer et de refaire le cadre. Donc du coup, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait, à lâcher un like et un commentaire sous la vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram et TikTok, et aussi à nous rejoindre sur le serveur Discord de la chaîne. N'oubliez pas aussi que j'ai une boutique Tuneto si vous voulez soutenir la chaîne en achetant des produits dérivés, et bien sûr un compte Tipeee, voilà, tout est disponible dans la description. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle entrée en lice.